Bonjour à toutes et à tous, je suis Vianney Misumbi et vous écoutez les chroniques du Bois Caïman. Merci de nous suivre et de partager nos différentes productions. Nous sommes accessibles sur www.afropanorama.com et sur www.sudglobalradio.net. Vous pouvez également nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Chers auditeurs, le Centre de recherche Congo Research Group a publié début août 2021 un rapport intitulé Rebels, Doctors and Merchants of Violence sur la gestion de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Le virus est apparu en 2018. Selon ce rapport, fruit d'une enquête de terrain, la riposte contre Ebola a nourri la guerre et également contribué à l'insécurité dans cette région. Je rappelle pour vous là qui nous écoutez et qui nous viennent nous prendre en cours que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo connaissait donc sa 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. On aurait pu se dire qu'avec l'expérience accumulée, il aurait été possible de la juguler assez rapidement. Dans les faits, le virus Ebola déclaré au Congo le 1er août 2018, ce n'est que le 25 juin 2020 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé la fin de la flambée épidémique. Alors, que s'est-il passé pour que cette zone déjà touchée par la guerre et l'insécurité soit le théâtre de la plus longue flambée épidémique avec à la clé, tenez-vous bien, 3470 cas, 2287 décès et 1171 survivants. Alors, avec nous dans ce studio, mon collègue Magloire Mpembi, qui a lu ce rapport pour nous et aujourd'hui nous donne ici la quintessence de cette publication. Magloire, bonjour. Bonjour Vianney. Alors, dites-nous un peu, ou dis-nous, Magloire Mpembi, que s'est-il passé entre août 2018 et juin 2020? En fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faudrait avoir à l'esprit le contexte dans lequel est apparue cette épidémie. Et cette épidémie avait deux caractéristiques. La première, cette épidémie se rapprochait de celle qui avait été observée dans l'ouest de l'Afrique en 2014 par le fait qu'elle touchait des zones urbaines, alors que les précédentes étaient généralement restées confinées dans des zones rurales. Donc, il y avait un potentiel néfaste très élevé parce qu'il pouvait toucher beaucoup de personnes, une grande partie de la population. La deuxième caractéristique, c'est que cette épidémie est apparue dans une zone où les conflits sont encore actifs et même en ce moment. Des centaines de groupes armés rebelles qui sont plus ou moins proches de gouvernements ou anti-gouvernementaux sévissent dans la région depuis plusieurs années avec comme corollaire une défiance exacerbée vis-à-vis du gouvernement central de Kinshasa. Effectivement, mais dites-nous un peu, Magloire Mpembi. Et pourtant, c'est ce même gouvernement qui avait la charge de mener la riposte contre l'épidémie. On est bien d'accord là-dessus. En effet, oui, la structure appelée riposte, chargée de combattre la maladie, était pilotée par le gouvernement avec le soutien de l'OMS et des différents autres partenaires. Or, il s'avère que les populations de cette région du pays se sentent depuis des années abandonnées par le gouvernement central. Ce sentiment est exacerbé avec les conflits qui mettent la région à feu et à sang depuis le milieu des années 90. En plus, ce gouvernement dirigé à l'époque par Joseph Kabila, en dehors du cadre constitutionnel, était majoritairement honni par les habitants du Nord Kivu. Pour faire face au chaos sécuritaire ambiant, le gouvernement choisit donc de militariser la riposte. Les convois des agents de santé étaient escortés par des militaires des FARDC et dans certaines zones, ce sont des chefs des milices et de groupes armés qui sécurisaient les équipes médicales. Cela a eu pour conséquence de réduire la crédibilité des médecins et infirmiers engagés dans la lutte contre la maladie. Alors, je voudrais préciser ici que Joseph Kabila était l'ancien président de la République démocratique du Congo et c'est Félix Antoine Tshisekedi qui vient de le succéder il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Alors, comment expliquer, Magloire Mpembi, cette défiance?
En fait, il faut se mettre un peu dans la tête des habitants de la région. Si vous considérez que durant une vingtaine d'années, le gouvernement n'a jamais rien fait pour vous en termes de paix et de sécurité, si vous considérez que le gouvernement est aux abonnés absents pour combattre les groupes rebelles qui tuent et pillent la population, et que soudain vous le voyez particulièrement s'activer pour combattre une maladie tellement grave qu'il fait ami-ami avec les groupes rebelles armés, le capital confiance déjà fort bas ne fera que s'éroder davantage. C'est ce contexte qui explique en partie la résistance de la population face aux mesures liées à la prise en charge des patients et des personnes à risque. Si à tout cela, vous ajoutez le fait que certains employés dans l'équipe de la riposte étaient avant l'épidémie connus dans la région comme des professionnels du sexe, tous les ingrédients étaient réunis pour entretenir la confusion dans l'esprit de la population. Mais pour mener une telle opération, il faut des fonds. Il y a des moyens financiers qui ont été déployés sur place? Oui, oui, beaucoup de moyens financiers et c'est un peu aussi le cœur de ce rapport car l'argent a joué un rôle pervers dans cette lutte. Pour les gens sur place, il s'agissait plus d'une opération financière que d'une vraie lutte contre la maladie. On parlait de COP, d'Ebola business ou de la viande d'éléphant en Swahili. J'ai traduit littéralement. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a derrière cette image, c'est que la viande était assez grosse et donc tout le monde pouvait venir trouver son compte. Ça, c'est la face, j'ai envie de dire, légère de la situation. Mais il y a une face plus sombre. Un clientélisme s'est mis en place dans les embauches. Tous les chefs locaux voulaient avoir leurs hommes parmi les employés de la riposte. Les milices armées n'hésitaient alors pas à attaquer des centres de traitement pour monnayer leur protection et la riposte achetait la paix en les payant ou en engageant dans son staff des personnes que ses chefs de milice recommandaient. Mais la question d'argent va finir par prendre une tournure tragique. Des travailleurs de la santé locaux, dont la prime Ebola était environ de $20 par jour, estimaient que leur traitement était injuste comparé aux $20 000 par mois que touchaient les expatriés. Donc il y avait une grosse disparité. Et le calcul est vite fait. $20 par jour en une semaine, ça tourne autour de $120 par semaine. Donc, on est à presque $500 le mois. À peu près. On a à peu près $500 le mois, alors que les expatriés étaient autour de $20 000 le mois. Alors, le docteur Jean-Paul Mundama, médecin chef de zone de Butembo et quelques autres comparses, ont décidé d'assassiner le docteur Richard Mouzoko, épidémiologiste de l'OMS, originaire de Cameroun, pour faire peur aux expatriés et espérer rester seul à gérer l'épidémie et partant toucher toutes les primes qui étaient réservées. Le docteur Mouzoko a été tué le 19 avril 2019 en pleine réunion à la clinique universitaire de Graben. Magloire Pembi, le docteur Mouzoko a été tué le 19 avril 2019 en pleine réunion à la clinique universitaire de Graben, pardon, comme vous dites. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été diligentée à cet effet? Quels sont les résultats aujourd'hui? On a une idée Oui, de comment ça s'est passé? il y a eu une enquête menée, il y a eu un procès. Le docteur Mundama, considéré comme l'instigateur de l'assassinat, a pris la fuite. On ne l'a pas retrouvé, mais 16 personnes ont été jugées et condamnées en dernière instance pour cet assassinat. Ils sont en prison actuellement. Eh bien, triste réalité en effet. Alors, Magloire Pembi, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette épidémie en République démocratique du Congo? Selon le Congo Research Group, l'expérience de cette épidémie a permis de tirer au moins 2 leçons qui, on l'espère, aideront à mieux organiser la prise en charge de problèmes de santé publique. La première leçon, c'est que les interventions doivent prendre les communautés au sérieux. Rechercher des compromis au moment de décider s'il faut engager des experts extérieurs ou locaux, dotés d'un savoir-faire étendu, et éviter de s'impliquer dans les conflits. La deuxième leçon, c'est que utiliser des escortes armées, même en zone de conflit,
entraîne plus de problèmes qu'elle n'en résout. Eh ben, merci beaucoup, Magloire Pembi, d'avoir partagé avec nous le contenu de ce rapport. Je rappelle, c'est le rapport du Centre Congo Research Group. À la fois prochaine, Magloire Pembi, pour un autre numéro du chronique des Bois Caïmans.